Me voilà arrivée dans l'un des plus anciens villages médiévaux de Provence. Bienvenue au Vieux Canet. Alors, je viens tout juste d'arriver sur la place, sur la place principale avec la fameuse église. Je dis la fameuse parce que cette église est classée monument historique. Et fameuse aussi parce que je l'ai tellement vue en photo. Un monument historique n'est rien d'autre qu'un objet. Donc ici en l'occurrence c'est une église qui a un statut particulier, un statut juridique particulier. Et ce statut lui confère des règles de protection, de conservation, de maintien. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ce monument, cette église, a quelque chose qui a un intérêt public, que ce soit en termes historiques, que ce soit en termes architectural, scientifiques, artistiques. Et donc ce statut va permettre à ce qu'il y ait soit une restauration, un maintien, une conservation, ou alors il peut même être mis en valeur. Je suis arrivée par ce petit chemin et j'ai traversé pas mal de petites ruelles très pentues avec quelques habitations. Le Canet des Morts fait partie des communes les plus étendues du Var. Le fait qu'il soit perché donne une vue imprenable sur le massif des Morts. Le massif des Morts, c'est une chaîne de montagnes située dans le Var. D'ailleurs, c'est la plus grosse chaîne. Je crois qu'elle fait à peu près un quart du département du Var. Alors c'est très intéressant de venir en plein mois de janvier pour la simple et bonne raison qu'il n'y a personne. J'ai croisé 2-3 personnes et c'est un village très touristique, notamment, vous l'imaginez bien, en été, au printemps, dès que les beaux jours arrivent. Castrum de Caneto, donc qui vient certainement de l'occitan. Castrum, ça désigne un village fortifié. Donc c'est évidemment là où les personnes, les villageois, venaient se réfugier. Parce que non seulement il est perché, mais en plus il est tourné vers lui-même. Et en fait, j'aime beaucoup les ruelles parce que ça fait penser un petit peu au fait que s'il y a une invasion ou un danger, on peut toujours se réfugier, trouver une petite ruelle pour pouvoir s'échapper et s'en sortir. Je me demande comment font les habitants d'ici. J'imagine qu'ils se sentent assez envahis, peut-être en été ou au printemps. Je ne sais pas du tout parce qu'en fait on a accès directement aux habitations. Et le fait qu'il y ait des petites ruelles, parfois on peut confondre une ruelle avec un chemin menant chez quelqu'un. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je pensais que c'était une ruelle, en fait c'était le jardin d'une personne. Je vais poursuivre la petite visite par une de ces ruelles. Je vais choisir celle-ci. C'est parti.
remarqué que en me promenant un petit peu, juste au niveau du village, il n'est pas très grand. En fait, c'est très calme, silencieux, mais vivant. C'est pas ce calme-là mort, qu'il y a des oiseaux, et puis on sent une énergie vivante. Je ne sais pas si il y a des personnes qui sont là en ce moment, mais en tout cas, il y a cette atmosphère vivante qui règne ici. Alors par où je vais passer? De ce côté-là. Allez. Il y a des villageois qui sont venus se réfugier ici durant des invasions, notamment les invasions des barbares. Donc on cherche toujours la protection des plus forts, en échange toujours de quelque chose. Donc Kane, avec 2 N-E-T, c'est ce qui a été donné comme nom dû à l'abondance de roseaux. Donc c'est une caractéristique naturelle et géographique. Ah, je suis déjà passée par là, je crois. Oui. Bon, je pense avoir fait le tour. Ici, les gorges du Verdon, qui se trouvent côté nord. Le ciel s'est un peu dégagé depuis ce matin, donc on peut apercevoir un peu mieux l'horizon. Donc toute cette partie au niveau du village, c'est la partie nord. Alors j'aime bien les petites histoires autour de ces genres de villages médiévaux. En fait ici, donc le vieux Canet au départ, ça s'appelait pas le Canet des Morts, M-A-U-R-E, qui vient de Mort, Los Moros en Espagne. Alors pourquoi on appelle ça les morts, le Canet des Morts? Apparemment, à une certaine époque, je crois que c'était durant l'époque de l'apogée de l'empire arabo-musulman, je crois qu'il y avait des Espagnols qui étaient venus se réfugier sur la côte, ici, qui représente aujourd'hui le Var et toute la côte méditerranéenne. Et donc ils s'étaient venus réfugier pour je ne sais quelle raison et on les appelait les Los Moros, donc les morts, qui étaient les Espagnols à l'époque, mais qui en fait sont ce qu'on appelait Los Moros en espagnol, en Espagne, ce qui représente les Arabes. Les Arabes de l'époque arabo-musulmane, donc au 8e siècle, si ma mémoire est bonne. Et donc à cette époque, les morts étaient venus se réfugier ici, à cet endroit, d'où le nom, le Canet des Morts, qui est resté. Ce village a failli, entre guillemets, mourir. En tout cas, il était enclavé, ne serait-ce que par sa position géographique. Donc je ne vais pas retracer toute l'histoire médiévale avec les invasions, forteresses, tel groupe s'est emparé de tel territoire, etc. Je vais m'intéresser juste à partir du 19e siècle. En fait, c'est là où cet endroit-là a commencé à connaître un certain essor. Et c'est toujours au niveau du 19e siècle que certains villages connaissent un essor. C'est la révolution industrielle en fait, c'est l'époque de la révolution industrielle avec toutes ces activités, disons, industrielles, les activités qui vont avec, qu'elles soient naturelles, industrielles, etc. Ici en particulier, le village a commencé à être désenclavé grâce à l'arrivée de la gare, donc du train, de la gare ferroviaire. Je l'ai lu, c'est en 1862. Je m'en suis rappelé parce que 1962,
Petite technique de mémorisation, 1962 c'est les guerres d'indépendance de certains pays d'Afrique, indépendance, et ben là c'était au 19e siècle, donc 1862, la gare ferroviaire qui s'appelle Luc, le Canet, parce que Luc c'est un village alentour dont dépendait ce village-là, a été inauguré, et je crois qu'à l'époque, je ne sais plus qui a écrit à Napoléon III pour pouvoir avoir des subventions et développer le village pour qu'il puisse vivre, hein, donc la mairie, les écoles, la poste, enfin, vous voyez tout ce qui fait vivre un village, et notamment, je crois qu'il a obtenu les subventions grâce à Napoléon III. Et donc à cette époque-là, les activités industrielles tournaient autour de principalement deux grandes activités. C'est l'exploitation de bauxite. Donc c'était les mines de bauxite qui étaient exploitées, ainsi que l'élevage du ver à soie. Les vers à soie, ce sont des chenilles qui produisent de la soie. Oui. Elles sont élevées parce qu'elles sont maintenant incapables de survivre seules, c'est-à-dire à l'état sauvage, un peu au même titre que des chiens ou, ah oui, peut-être des moutons, des poules, vous savez, tous ces animaux domestiqués et qui sont aujourd'hui incapables de vivre, de retrouver leur instinct du fait de la domination de l'homme au fur et à mesure des siècles, et donc de la modification génétique qui y est lié. Pourquoi élevage de ver à soie? C'est que certainement à l'époque c'était rentable et donc économiquement viable. Et donc ça correspondait à la demande de l'époque. La route de la soie, ça vous dit certainement quelque chose. En Inde, vers le Moyen-Orient et l'Orient, donc c'était des commerçants qui traversaient le Moyen-Orient, enfin qui se dirigeait vers l'Orient pour pouvoir importer, donc ramener cette fameuse soie qui était très demandée, symboliquement liée à une certaine noblesse, aristocratie, donc posture sociale, donc posture économique très importante. Et donc le fait d'élever des chenilles permettait une certaine rentabilité économique qui a participé à l'essor de ce lieu-là durant le 19e siècle. Le bauxite, en fait, c'est juste une roche qui est riche en alumine et oxyde de fer. Donc alumine, vous vous doutez que c'est un des principaux composants de l'aluminium, mais aussi du gallium. Le gallium, quant à lui, est un métal qui sert principalement à la fabrication des petits composants, ce qu'on appelle par exemple les matériaux semi-conducteurs. L'élevage de ver à soie a connu un essor en Touraine entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ici, nous pouvons apercevoir la fontaine de la place principale du village. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été installée, ni quand l'eau est arrivée ici. À mon avis, ça doit être lié au 19e siècle et lié à l'arrivée du train et donc de cette fameuse gare qui a permis un désenclavement du village. Ce ne sont pas les seules activités économiques qui ont participé à l'essor économique des villageois. Il y a aussi la scierie, les moulins, la verrerie. Les moulins, je crois même qu'il y a toujours un moulin toujours actif. Il y a aussi eu une fabrique de plâtre
de bouchons aussi, ainsi que de chaux. Donc toutes ces petites activités économiques font partie de l'histoire du village, qui ont toujours et souvent développé leurs compétences qui ont été transmises au fur et à mesure des générations. Je vais encore rester m'imprégner du lieu et puis j'irai voir ailleurs. Il y a le Canet qui est au pied du village, qui est donc beaucoup plus moderne avec toutes les infrastructures, les commerces et les services publics qui y sont associés. Donc je vais emprunter un chemin différent du retour. Je quitte le vieux Canet parce que, comme j'ai constaté, il y a plusieurs entrées dans ce castrum, ce village fortifié, et les balades sont très agréables. Je pense que c'est vraiment très non seulement préservé, mais en plus entretenu. Il y a les moyens pour se faire, forcément. Il fait bon vivre en Provence, c'est ce qu'on dit. Mais bon, l'être humain est le même partout. Lorsque l'environnement lui est en général agréable, il peut en ressortir de l'agréable. Mais par contre, dès lors qu'il existe et qu'il apparaît des contraintes extérieures ou des circonstances extérieures défavorables au bien-être de l'être humain, certaines facettes de celui-ci peuvent émerger. Il y a plusieurs chemins. Lequel vais-je emprunter? Ah oui, là-bas, j'avais l'impression que je devais parler doucement parce que je ne voulais pas perturber la quiétude du lieu de par ma voix. Il est très intéressant de constater à quel point l'histoire, avec un grand H, est liée aux petites histoires. Pour préserver la mémoire collective ou le patrimoine local, il faut raconter des histoires et avoir des symboles qui puissent être transmis de génération en génération, et surtout par exemple avec la manière dont vivaient les autres personnes, les prédécesseurs, les ancêtres, mais aussi les problématiques auxquelles ils étaient confrontés. Bien que cela reste uniquement des histoires et que ça ne permette pas d'appréhender la complexité dans laquelle ils vivaient, tant que l'on n'y a pas vécu, on ne peut pas véritablement savoir, on peut s'imaginer sans plus. Moi j'aime bien le côté artisanal au niveau des compétences qui sont liées, qui ont été développées par rapport à un environnement parfois hostile, et donc l'ingéniosité, l'intelligence et aussi la volonté de vivre, de survivre, a fait développer chez l'être humain certaines compétences, que ce soit de construction, d'exploitation et d'utilisation du milieu et de l'environnement dans lequel il vit, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Dans certains peuples, la conscience, une certaine conscience était liée à l'utilisation du milieu, enfin, l'utilisation, je dirais plutôt à l'exploration des milieux. Dans d'autres peuples, disons que la conscience ne permettait pas véritablement de ressentir et de vivre le milieu comme faisant partie intégrante de l'être humain, ce qui faisait voir une certaine hostilité par rapport à l'environnement, par rapport à la nature, et c'est tout à fait normal. Et donc on était plus en mode exploitation, survie,
loi de la jungle, loi du plus fort. En même temps, puisque ça a existé, ça veut dire que ça fait partie de l'être humain et de son évolution. Et puis, est-ce que ça a véritablement changé? Comme d'habitude, le fond reste le même, seule la forme change. Et voilà, maintenant je vais rejoindre le massif des morts, M-A-U-R-E-S, encore toujours en référence avec Los Moros, et donc qui est aussi lié à cet endroit-là, le Canet des morts.